Le cœur est un muscle creux qui fait chez l'homme à peu près 250 grammes, soit la grosseur d'un poing fermé, comme ça ici. Dans le corps humain, le cœur est situé dans la cavité qu'on appelle le médiastin, qui est une cavité au centre de la cavité thoracique. On le retrouve dans un sac qu'on appelle le péricarde. Donc, entre le péricarde et le cœur, il y a la cavité péricardique, où est-ce qu'on retrouve un liquide séreux qui réduit les frictions dues au battement. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques exemples de cœur. Je suis donc allée à une boucherie et puis j'ai demandé à avoir leurs abats qu'il y avait de disponibles. J'ai pu avoir accès à un cœur de porc, qui est celui-là ici. Un cœur de porc qui est de grosseur semblable à celle d'un homme, comparable. Et j'ai aussi accès à un cœur d'agneau. J'en ai ici plusieurs exemples dans différentes conditions. J'aurais pu avoir accès à un cœur de bœuf, mais c'était un peu trop gros pour ce que je voulais montrer. De toute façon, les cœurs de bœuf sont souvent très bien défaits à l'achat et difficile d'observer les structures dessus. C'est certain qu'ils ne sont pas vraiment ressemblants à ce qu'on peut retrouver dans les manuels, c'est-à-dire qu'il manque quand même plusieurs parties dues aux techniques d'abattage et d'emballage, mais on peut pouvoir quand même regarder certaines structures qui sont très intéressantes. Quand je dis que c'est différent de ce qu'on retrouve dans les manuels, voici le genre de planche que nous sommes habitués de retrouver pour l'identification de structure. Vous avouerez que c'est quand même un brin différent de la réalité. Malgré le fait que ces cœurs aient déjà été passablement abîmés par le boucher pour les bienfaits d'emballage, on est à même d'observer efficacement les structures à l'intérieur et à l'extérieur de l'organe. On va commencer par les structures à l'extérieur du cœur. Si on regarde à l'extérieur du cœur, on peut apprécier la circulation coronarienne. Donc, la circulation coronarienne est la circulation sanguine qui alimente le muscle du cœur qui s'appelle le myocarde. Donc, ces artères-là vont partir de l'aorte qui, sur ce cœur, est située ici. Donc, les vaisseaux coronariens vont prendre naissance là-dedans pour ensuite se ramifier tout partout autour du muscle. Et puis, lorsque le sang va avoir oxygéné les cellules, ils vont revenir à l'intérieur du sinus veineux et ce sinus veineux-là va ramener le sang vicié à l'intérieur du cœur pour qu'il soit envoyé aux poumons et réoxygéné. L'extérieur du cœur, on peut voir ici la région de l'apex. L'apex qui est l'extrémité basse du cœur. Donc, lorsqu'il est situé dans la cavité thoracique, le cœur est quasiment à l'horizontale. Si on regarde maintenant à l'intérieur du cœur, on peut apprécier l'épaisseur du muscle du myocarde. Le myocarde est la couche moyenne des trois couches qui forment l'enveloppe musculaire du cœur. Vous avez à l'extérieur l'épicarde, le myocarde dans le milieu et l'endocarde qui tapisse l'intérieur du cœur. Le myocarde, c'est celui qui contient les fibres musculaires, donc qui permet la contraction du muscle. Pour ce qui est de l'endocarde, on peut l'apprécier ici. C'est le tissu qui prend une couche blanchâtre, bleutée, qui rend l'intérieur de la cavité cardiaque très lisse et ainsi diminue les risques de turbulence du sang à l'intérieur. L'écoulement se fait donc plus fluide et sans anicroche. Les battements du cœur sont donc plus efficaces. Le cœur est séparé en 4 cavités qui permettent la circulation à l'intérieur du corps. Nous avons le ventricule gauche qui envoie par l'aorte le sang oxygéné à travers le corps. Le sang oxygéné atteint les organes, il y a échange gazeux. Les cellules du corps s'alimentent en oxygène et libèrent leur gaz carbonique. Ensuite, le sang vicié, pauvre en oxygène, revient par le système veineux jusqu'au cœur. Il atterrit dans l'oreillette droite, cavité réceptrice. Le sang est ensuite envoyé au ventricule droit pour être ensuite acheminé
par l'artère pulmonaire à l'intérieur des poumons, où est-ce qu'il sera oxygéné et débarrassé de son CO2 pour revenir dans l'oreillette gauche du cœur et le cycle peut se continuer. Sur les cœurs de boucherie que j'ai présentement, les oreillettes étaient déjà enlevées. Toutefois, sur ce cœur-ci d'agneau, on peut voir ce qui ressemble à un restant d'oreillette juste ici. Donc, il en reste encore une partie. Les oreillettes ressemblent vraiment à des petites oreilles de chien sur le côté du cœur. Les ventricules sont des cavités beaucoup plus grosses, puis elles vont prendre la majeure partie du volume du cœur. Ce qui me dit qu'on peut voir un restant d'oreillette, c'est qu'on voit un restant de vaisseau sanguin sur le cœur. Donc, ici, nous avons la naissance de l'aorte, juste ici. Ici, nous avons la naissance du tronc pulmonaire. Ensuite, nous avons ici les ouvertures pour les deux ventricules, le ventricule droit et le ventricule gauche. Je sais que c'est le ventricule droit parce qu'il est beaucoup plus mince que le ventricule gauche. Le ventricule gauche, comme il a envoyé le sang partout dans le corps, tout seul, a travaillé beaucoup plus fort et le muscle demande à être beaucoup plus épais que celui du ventricule droit. Il est intéressant de pouvoir observer la construction des vaisseaux sanguins artériels. Ces vaisseaux sanguins-là sont quand même assez résistants parce qu'ils doivent subir des pressions assez importantes de sang. Donc, ils doivent pouvoir revenir à leur volume initial, toujours garder un réservoir de pression. Si on pouvait observer les veines sur notre cœur, on verrait que leurs parois sont beaucoup plus minces et beaucoup plus souples. Premièrement parce qu'ils n'ont pas à subir autant de pression, mais aussi pour ne pas offrir de résistance au sang qui retourne au cœur. Déjà que la vitesse du sang à cet endroit est beaucoup plus faible et n'a plus beaucoup de pression. À partir de l'aorte, il y a un petit trou ici. C'est un accès, juste ici, c'est un accès à la circulation coronarienne. Donc, une ramification de l'aorte qui va amener le sang tout autour du cœur. Le sillon que l'on a ici, c'est le sillon qui est la marque visible de la séparation entre le ventricule droit et le ventricule gauche du cœur. À l'intérieur, on a une séparation immobile qui s'appelle le septum, qui passe à cet endroit et qui délimite les deux cloisons. Ce qui est blanchâtre autour, c'est du gras, tout simplement. Et le trou ici, c'est une des blessures qui était causée lors de l'abattage de l'animal. Si on regarde à l'intérieur, ce qui est très intéressant sur ce modèle-là, c'est qu'on voit le restant de la valve auriculo-ventriculaire qui est retenue par ces cordons tendineux. Puis, ces cordons-là sont rattachés à des muscles papillaires. Donc, les valves, elles, sont fermées lors de la contraction des ventricules quand on va dans le corps pour éviter le retour du sang vers les oreillettes. Donc, c'est des valves qui vont fonctionner avec la pression du sang, puis quand même va avoir une action des muscles grâce aux contractions des parois. On reconnaît les cordons tendineux à leur apparence de cordes de parachute qui sont attachés aux muscles papillaires. Ces cordons-là sont faits de tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est le même tissu qui compose les valves et le péricarde. C'est un tissu qui est très résistant, fait à majorité de fibres collagène, mais il y a quand même un petit peu de fibres élastiques à l'intérieur pour lui procurer une certaine élasticité. Jusqu'à maintenant, je vous ai présenté les structures sur le cœur d'agneau. Maintenant, je vais vous prendre le cœur de porc pour vous faire la comparaison entre les mêmes structures. Ce qui est vraiment intéressant avec ces spécimens-là, c'est de pouvoir apprécier l'épaisseur que le myocarde peut avoir. Donc, en même temps, se douter de la force avec laquelle le sang est éjecté dans le corps et ce que ça nécessite. Encore une fois, ici, on a les valves auriculo-ventriculaires, qu'on va appeler aussi souvent dans la littérature valves bicuspides et tricuspides, parce qu'une possède 3 lames dans sa confection et l'autre en possède seulement 2. Toujours, on peut remarquer les endroits où se font les jonctions avec les principaux vaisseaux sanguins.
Lorsque j'ai mentionné que le cœur de porc, c'est un cœur qui était semblable à celui de l'homme, ce n'était pas sans conséquence. En effet, il y a un sujet qui est très d'actualité, qui est celui de la xénotransplantation. La xénotransplantation, c'est la transplantation d'un organe ou d'une partie d'un organe qui est d'origine animale chez un humain. Donc, un organe, une partie d'organe qui est souvent utilisée, la plus utilisée, c'est la valve de porc. Si on a, par exemple, une personne ici qui a une valve avec une défectuosité et que la transplantation d'une valve mécanique n'est pas une option, on peut lui offrir de recevoir une valve d'origine porcine. Donc, ces porcs-là sont élevés dans des conditions spéciales, pratiquement en asepsie, et puis leurs organes sont prélevés pour, et voilà, les offrir à un humain. N'est pas possible la transplantation de n'importe quelle sorte d'organe dans n'importe quelle sorte d'animal. Ça prend quand même une certaine compatibilité, mais il est certain que la compatibilité idéale, c'est celle qui vient d'un donneur qui n'est pas xéno, c'est-à-dire d'un donneur humain, comme celui-ci. C'est ce qui m'a fait cette présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous invite également à parcourir le site et consulter les ressources qui y sont disponibles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me poser des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. À la prochaine! Sur le muscle du... Non, merci. OK. Ça, c'est exact. Donc, sur le muscle de porc.